Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour à tous. Pensez-vous connaître l'ergothérapie? Eh bien moi, avant de recevoir mon invité de cette semaine, Madame Danielle Boivin, j'en savais peu de choses. C'est donc un plaisir pour moi de vous présenter mon invité de cette semaine, Madame Danielle Boivin, qui fait le tour avec moi de tout ce qui entoure l'ergothérapie et qui me raconte sa pratique depuis ses débuts dans le réseau public jusqu'au passage au réseau privé, les enjeux de couverture de la Régie de l'assurance maladie et une foule d'autres détails fort intéressants. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Danielle, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, finalement, par quel mécanisme, finalement, tu connais le podcast? Je suis pas sûr que tu m'en aies parlé précisément ou... Non, c'est ça. Je pense que c'est via LinkedIn OK. que j'ai vu passer des publications au sujet de ton podcast, Balado. Puis, finalement, j'ai osé écrire parce que je me suis mis à écouter le podcast. Puis, j'ai osé offrir de parler de ma profession. Ben, c'est super apprécié parce que je veux éviter de faire un balado simplement sur les médecins ou sur la médecine, puis avec seulement des médecins. Donc, il me semble que c'est pas intéressant, mais la santé puis le réseau de la santé, c'est beaucoup plus que ça. Puis, ça tombe bien parce que toi, tu voulais me parler de l'ergothérapie. Et je fais, acte de contrition. C'est probablement une des professions que je connais le moins dans le réseau de la santé pour... tu sauras m'expliquer, je saurais comprendre pourquoi. Donc, je connais si peu cette profession qui est partout aussi, en même temps. Donc, il y a beaucoup d'ergothérapeutes. Il y a des ergothérapeutes dans les hôpitaux, souvent dans les dossiers de nos malades. Puis... Écoute, ça fait quand même un certain temps que je suis dans le réseau, puis c'est pas toujours si clair pour moi de dire à quel moment l'ergothérapeute vient, s'impliquer dans l'épisode de soins. Donc, c'est encore plus excitant à ce moment-là de contribuer au balado. À faire connaître la profession. Puis, le hasard de la vie veut que la fille d'un de mes très bons amis et collègues étudie en ergothérapie. Donc, on va boucler la boucle ensemble ce soir. Écoute, donc, on commence tranquillement par... c'est quoi l'ergothérapie, disons, là? Le mot ergos, travail, thérapie, oui. Ça veut dire soins, service. Donc, je sais que tu m'avais dit que tu préférais peut-être le terme anglais, mais... Donc, je te passe le ballon. Le terme anglophone est beaucoup plus descriptif de notre réelle profession. Mais dans le fond, tu sais, en anglais, c'est occupational therapy. La thérapie par l'occupation, parce qu'en réalité, l'objectif réel d'un ergothérapeute, c'est que la personne reprenne ses occupations. Okay. Donc, ses loisirs,
toutes sortes de loisirs artistiques, sportifs, sédentaires. Ses soins personnels, donc en jargon médical, ses activités de la vie quotidienne, donc mettons s'habiller, se laver, se brosser les dents, Mhm. couper nos aliments. Puis les activités de la vie domestique, donc tout ce qui est ménage, euh, euh, dans le fond, entretien extérieur de la maison. Puis dans la productivité aussi, la sphère productive, c'est le travail, ça peut être le bénévolat, ça peut être aidant Mhm. naturel, ça peut être avoir un rôle de parent qui rentre un peu dans le rôle productif, mais aussi le rôle, c'est comme quotidien, dans le fond. Là. Mhm. Dans le fond, à la base, l'ergothérapeute vise la reprise des occupations, donc occupational therapy. Puis, Mhm. ben, en fait, l'ergothérapeute, c'est le seul, c'est étonnant, mais le seul professionnel de la santé de la réadaptation qui est formé autant en santé physique, affective, donc tout ce qui est émotionnel, puis Mhm. cognitive, donc tout ce qui est attention, concentration, mémoire. Donc, l'ergothérapeute a vraiment une vision holistique de la personne. Elle peut vraiment savoir est-ce que le mal de dos, mettons, provient aussi de l'aspect stress, émotionnel et tout, en adressant bien sûr des questions, des tests standardisés, là, tu sais, des questionnaires à cet effet-là. Donc, il y a l'aspect occupation Mhm. et aussi l'aspect environnemental qui est considéré. Donc, les occupations, la personne, donc le physique, l'affectif, le cognitif, l'aspect environnemental. Est-ce que la cause du problème de dos, par exemple, provient de la façon dont l'environnement de travail est organisé? Ou la salle de bain, comment elle est organisée, par exemple. Ça peut être une entrave à la reprise euh, de l'hygiène si la personne elle a un handicap puis que la salle de bain n'est pas adaptée. Donc, Mais, personne, environnement, occupation. mais est-ce que tu vas travailler plus sur la personne ou sur l'environnement ou sur les deux ou ça va dépendre de la personne qui est devant toi? Ça va dépendre à quel stade la personne est située dans sa maladie, sa blessure. Parce que si j'ai quelqu'un, par exemple, euh, qui est en phase terminale puis qui est à domicile, ben, on va y aller avec l'adaptation de l'environnement, le confort. Tandis que si j'ai quelqu'un, par exemple, qui a, par exemple, un AVC ou un traumatisme crânien, puis que la personne elle a 40 ans, ben là, on va viser la réadaptation, les conseils, les exercices. OK. S'il y a des adaptations, ils vont souvent être temporaires, par exemple, le temps que la personne se réadapte. Donc, on agit parfois même pas sur l'environnement. Des fois, Est-ce c'est que je uniquement sur me la personne. est-ce que je me trompe ou c'est l'erreur la plus fréquente serait que vous soyez associé à la physiothérapie ou que c'est une Oui. erreur de ma part, qu'il y a une Mais en confusion un fait, peu? ils vont souvent dire, ah, c'est comme la physiothérapie. Mais vous savez, c'est comme dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de zones grises ou Mhm. plus positivement dit des zones de collaboration. Donc, il y a certaines tâches qu'un médecin simple fait qu'un physio peut faire, qu'un Mhm. ergothérapeute peut faire. Donc, c'est sûr qu'il y a des sphères communes beaucoup avec les physiothérapeutes pour la réadaptation physique. Donc, les gens vont souvent dire que c'est comme la physio. Donc, l'ergo va dire oui, mais non. Tu sais, le physio va OK, agir OK. sur l'articulation. La personne, par exemple, elle est blessée au coude, tandis que l'ergothérapeute va agir sur, mettons, OK, comment ça va quand tu fais telle activité, telle tâche? Comment on pourrait adapter l'activité ou provoquer l'activité plus souvent pour que ça t'aide dans la guérison? On va donner des exercices un peu comme les physiothérapeutes, mais des exercices, des fois, sont plus fonctionnels. Donc, plus basés sur le quotidien. Donc, Est-ce est-ce qu'il y a un volet préventif, disons? Est-ce que tu pourrais être impliqué dans une usine, disons, ou c'est un oui, exemple on qui me est vient en souvent tête, là, où mêlés on avec les travaillait sur un poste ergonomes. de travail pour prévenir des blessures plutôt que l'employeur dise on n'attendra pas que les gens se blessent. Il me semble que ça a l'air, je sais pas moi, un employeur qui serait un peu sensible à ça, regarderait un poste de travail puis dirait il me semble que c'est tout croche, là. Les employés vont avoir mal aux épaules après une semaine. Est-ce que ça. On pourrait imaginer que tu sois sollicité pour ça ou Il y a des ergothérapeutes qui développent un peu cet aspect-là qui est plus de l'ergonomie. OK. Donc, il y a des ergonomes qui existent aussi. Oui, OK. Et eux sont plus habilités. En fait, ils sont habilités
à adapter, par exemple, une chaîne de montage à plusieurs employés. OK. L'ergothérapeute, à la base, n'est pas formé pour ça, mais plus à du 1 à 1 en fonction de la blessure ou de la maladie ou à être en prévention, justement, de la personne commence à avoir des symptômes, mais on va y aller du 1 à 1 dans le poste de travail. Nous, on n'est pas formés à l'université pour adapter vraiment une grande chaîne de montage, là. OK. Puis, mais tu pourrais t'appeler à aller sur un lieu de travail, on parle des blessures, les tendinites ou autres, Oui, aller évaluer un poste de travail sur place pour dire faites telle ou telle chose. oui, oui. OK. Donc, c'est déjà arrivé, mettons, même pour valider si la personne était apte à reprendre son travail. Donc, on peut OK. aller à domicile, à l'école, au poste de travail. Est-ce que l'ergo peut travailler avec des enfants, des adultes, des personnes âgées? Donc, ça dépend du niveau de vie OK. de Alors, la la question personne. qui me vient, là, une profession si peu connue, qu'est-ce qui t'a attiré? Donc, j'imagine que tu aimais la santé, vraisemblablement, donc tu aimais le contact avec les gens, mais pourquoi l'ergothérapie plutôt que... En Souvent, on fait, est attiré moi, vers des choses qui sont plus connues ou... oui, Je sais pas. moi, je vais être totalement honnête parce que c'est le cas de plusieurs ergothérapeutes parce que à la base, la profession, moi, j'ai terminé en 2004, la profession était connue, mais était Mhm. moins connue qu'aujourd'hui. Donc, en fait, mes intérêts étaient égaux pour l'ergo et la physio. OK. Ma cotère, en cause qu'il y a plus de demandes en physio, moins de demandes en ergo parce que c'était moins connu. Donc, ma cotère était un petit peu trop basse pour rentrer en physio. Donc, j'ai été admise en ergo. Puis je me suis dit, je vais essayer 1 an. Puis si j'aime pas ça, c'est facile Mhm. ensuite de transférer en physio. Et j'ai pas voulu transférer en physio parce que pour moi, c'était une profession qui était beaucoup plus large. Donc, je me disais, moi, je suis pas une fille de routine, donc je pense que je pourrais vraiment être heureuse dans cette profession-là parce que c'est une profession très variée. Mais toi, quand tu es entré en ergothérapie, est-ce que tu connaissais la profession ou tu l'as connue... Je dirais, je la connaissais peut-être à 40%. OK, quand même. À cause d'expérience personnelle ou peut-être c'est confidentiel Parce aussi que ou j'étais une bonne élève au c'est personnel? secondaire, puis j'étais bien impliquée dans mon cours de choix de carrière. Donc, je me OK. renseignais sur les différentes professions possibles. Puis mon père, tardivement, au cégep, ensuite, après le secondaire, a voulu me payer une consultation juste pour être certain, là, avec un conseiller en orientation. Puis ça sortait toujours dans les choix ergo, physio, selon mes intérêts et mes capacités. OK. Puis c'est un choix manifestement que tu ne regrettes pas, là, d'après la Pas du passion tout. avec laquelle tu en parles. Pas du tout. Vraiment, ça va faire 20 ans. Et ça nous fait 20 ans. Mhm. Oui, oui, oui. Puis je regardais sur le site des ergothérapeutes, il y a à peu près 6500 ergothérapeutes. Est-ce que ça, ce sont des gens qui paient leur cotisation à l'ordre? As-tu une idée du nombre d'ergothérapeutes inscrits à l'ordre qui font vraiment de l'ergothérapie? Ou s'il y en a Ça certains doit parmi être, ça qui font juste payer leur carte, là, dans le fond, puis faire leur éducation médicale continue, toutes les choses qui viennent avec l'appartenance à un ordre. Ça me paraît beaucoup. c'est une très bonne question, mais je pense que ça doit pas être loin de ça parce que depuis quelques années maintenant, les gens peuvent vraiment se retirer. Tu sais, quand tu étais avant en congé de maternité, il fallait que tu demeures membre de l'ordre. Et là, tu peux te retirer, des choses comme ça. Donc, même si tu pratiques à l'étranger, tu peux te retirer pendant un certain temps là, OK. ouais, ouais. Mais tu dois faire tes preuves par la suite, là. Mais au final, c'est ça. Donc, c'est plus ou moins ça, là. Est-ce que c'est une profession qui est plus féminine ou masculine? Moi, j'ai fait mon travail aussi, juste pour bien répondre aux questions du public. Sans doute, là, c'est à peu près 9 femmes pour un homme. Donc, Pour- exactement 92 versus 8%. Pourquoi? Il y a plus de gens, tantôt on parlait de la physiothérapie, il y a plus Hmm. d'hommes intéressés par la physiothérapie parce que c'est une profession plus technique, plus, je veux pas dire protocolaire, mais tu sais, il y a souvent des protocoles après une opération, il y a souvent en Mhm. physiothérapie. Donc, c'est une profession plus, on va dire, rationnelle, Oui. tandis que l'ergothérapie, c'est une profession plus holistique,
Donc, le côté émotionnel doit être questionné souvent, le côté... Je pense que le côté très, très, très humain, je pense, de la profession, est peut-être un OK. peu moins attirer les hommes. Mais est-ce que quelqu'un peut se rendre compte que tu commences tes études en ergothérapie, puis finalement, ce petit côté holistique là, dont tu parles, est-ce qu'il y en a qui se disent après un an, non, 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 c'est pas ça du tout, moi là, j'imaginais pas ça du tout, ou vont se le Oui. faire reprocher, ou... parce que je prends Euh, l'exemple, j'ai reçu un docteur Félix Pajot qui est gériatre, puis donc les gériatres font un tronc commun en médecine interne, puis il me racontait quand il a commencé sa gériatrie, là, je pense que c'est 3 ans de médecine interne, disons 2 ans de gériatrie, disons, là, au début de sa gériatrie, donc il est interniste, là, ses patrons disaient, Félix, là, arrête, là, tu sais. On n'est pas en médecine interne ici, on est en gériatrie, là, on s'occupe un peu moins des maladies, un peu plus de la personne. Je sais pas si dans ton domaine ça peut arriver que les c'est gens ont une une mentalité excellente question. trop interventionniste ou je sais pas, ou trop fermée peut-être. Je sais pas si c'est la bonne image. C'est une très, très bonne question. Puis pour vrai, euh, il y en a beaucoup qui passent par l'ergothérapie, comme d'autres professions de la santé, comme la kinésiologie, comme la physiothérapie, pour aller en médecine dentaire. Mhm. Donc, il y a eu plusieurs hommes dans ma cohorte qui ont quitté pour aller en médecine dentaire ou en physiothérapie. OK. Donc, Très c'est peu comme de un... femmes, mais plus d'hommes. OK. Puis, c'est comme un tremplin, puis ça, là, je présume c'est 4 ans d'études ou... Oui, en fait, c'était 4 ans, dépendamment des universités, 3 ans et demi à 4 ans, là. OK. Mais en 2008, c'est devenu une maîtrise obligatoire. Donc, moi, je terminais en OK. 2004, j'ai un bac. En 2008, c'est une maîtrise obligatoire en ergo puis en physio. Donc, je pense que ça dépend des universités, c'est plus ou moins 4 ans et demi, là, ça dépend, là. Donc, Avec la maîtrise. ouais, 4 ans et demi, 5 ans, là, dépendamment des universités. C'est quand même des longues études, là. Ouais. Puis, Donc, ça peut permettre de monter certaines notes basses pour mhm. aller en médecine par la suite. Là. Tu sais, quand on veut rentrer en médecine, finalement, il parvient pas. Puis sur la cohorte, toi, de tes collègues là, qui étaient en ergothérapie à l'époque, combien ont terminé ou t'en rappelles-tu ou Je pense que moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. OK. Euh, il y en a un certain nombre qui ont transféré au Québec après la première année. OK. Euh, ensuite, en fait, l'Université d'Ottawa forme des professionnels de la santé francophones pour Mhm. desservir la population franco-ontarienne. Mhm. Donc, il y a moins de gens qui appliquent à l'Université d'Ottawa parce qu'il y a beaucoup d'anglophones en Ontario, qui fait en sorte qu'après un an, il y en a qui ont la chance de transférer à l'Université de Montréal ou Laval pour se rapprocher de leur domicile, puis à la fois, ça coûte moins cher. Euh, donc, sur 40, je pense que c'est des petites cohortes à Ottawa. Sur 40, je pense qu'on a fini autour de 28. Donc, il y en a OK. qui ont opté pour la médecine et pour le Québec. Est-ce que c'est ton séjour à Ottawa qui fait que tu es resté accroché à Occupational Therapy? Est-ce qu'un ergothérapeute qui aurait étudié au Québec aurait la même préférence, disons, pour la définition du titre? Je pense que oui. En fait, non. Je pense que généralement, les ergothérapeutes francophones trouvent que la définition de notre profession passe vraiment pas par le titre de notre profession. Donc, je pense que OK. c'est une erreur qui a été faite dans quand ils ont déterminé le Historique. nom. Ah Que oui? oui, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vont référer en ergothérapie. On parle, mettons, euh, de la réadaptation. Là, on fait pour quelqu'un qui a besoin qu'on adapte son domicile, mais pour de la réadaptation en santé physique ou en santé mentale, au moment où la personne est prête à intégrer son travail. Ergo, thérapie, ergo, travail. C'est ça que Mhm. ça veut dire, dans le fond. Donc, ça, c'est ça qu'on est souvent référé tardivement Trop tard. en réadaptation. Oui. OK. Mais as-tu des exemples, disons, là, j'imagine, moi, je fais de la chirurgie générale, là, j'essaie de voir. Il y aurait peut-être des choses, mais j'en vois pas beaucoup. Imaginons un patient qui serait porteur d'une stomie, là, tu sais, digestive. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu pourrais être confronté? Pas vraiment, parce qu'il y a des stomothérapeutes, j'imagine, ou... Pas vraiment. En fait, OK. dans ma carrière, ça m'est jamais arrivé d'avoir ce genre de référence-là. OK. Mais OK. faut se dire que, en gros, là, mettons, c'est ce que je dis à mes collègues médecins ou whatever, là,
En santé physique, mettons, euh, on parle pas de trauma, là, on parle pas d'AVC, on parle pas Mhm. de traumatisme crânien, on parle pas d'amputation, de grand brûlé, mais on parle de, mettons, des blessures musculo-squelettiques, santé physique, là. Quand quelqu'un a fait, par exemple, de la chiro ou de la physio ou de l'acupuncture ou de la massothérapie pendant un certain temps, mettons là, qu'on s'attend qu'en 1 mois, 6 à 8 semaines, que la blessure devrait être résorbée, disons, presque en totalité. Donc, c'est pas le cas. Généralement, l'ergothérapeute est utile parce que l'ergo va explorer d'autres facteurs que le physio, par exemple, a abordé. Est-ce qu'il y a des facteurs psychosociaux qui n'ont pas été considérés? Mhm. Est-ce qu'il y a des facteurs affectifs? Est-ce qu'il y a des facteurs posturaux? La personne d'avant physio, avant en chiro, 5, 10, 15, 20 fois. Mais dans le fond, elle défait toutes que les traitements passifs, donc sur la personne, ont fait cause qu'elle intègre des mauvaises habitudes dans son OK. quotidien. Puis pour vrai, c'est rarement exploré, cette sphère-là. Donc, on serait beaucoup plus dans euh, le vrai travail en profondeur, disons, pour se débarrasser de la blessure musculo-squelettique. Donc, souvent, les gens sont référés 4 mois, 5 mois, 6 mois, des fois 1 an plus tard. OK. Il y a beaucoup de barrières là, qui se sont installées. Là, tu sais, quand la personne elle souffre, là, des fois, ça peut être la peur de bouger, donc elle est en mode protection, ça n'a jamais vraiment été abordé. Mais mettons que tu as quelqu'un qui a une blessure reliée à son travail, là, positionnement ou tendinite des épaules, mettons. Là, je pourrais imaginer, là, il va voir son médecin, il va avoir des infiltrations. J'imagine qu'il va être envoyé en physiothérapie. Il va peut-être avoir des résonances magnétiques. Il va voir un orthopédiste. Là, on avance. Ça peut faire plusieurs mois. Puis là, les gens vont être retournés au travail. Est-ce que ça arrive parfois même que les gens n'ont même pas fait le lien avec le fait que ce soit une blessure professionnelle ou Ah ben oui, ben oui, ben oui. vont En fait, je attribuer ça à leur dirais, sport ou à leur badminton, je sais pas, ou leur en fait, je badminton? dirais que l'impact des occupations, travail, sport, tu sais, à moins vraiment qu'il c'est sûr que la personne a s'est blessée au golf, là, tu sais, je veux dire, C'est clair et net, là. c'est le lien direct. Mais c'est très, très fréquent que l'aspect occupationnel, l'aspect postural, l'aspect environnemental n'a pas été questionné. On va avoir sauté sur les traitements, le massage, les exercices, tout ça. Mais comme je disais tantôt, tout ce qui est autour de la blessure a rarement été abordé en profondeur. Donc, on se retrouve avec, même souvent, la personne, elle n'aura pas passé de résonance magnétique parfois. Elle n'aura pas eu des conseils de stratégie d'auto-gestion de la douleur. Une fois que je sors du traitement de physio, là, qu'est-ce que tu peux faire vraiment? Là, tu sais? Mhm. Euh, euh, peut-être que oui, il y a des choses qui ont été dites, mais peut-être que ça n'a pas été expliqué en profondeur, fait que la personne ne comprend pas, ben ok, non, c'est pas nécessaire que tu fasses ça, dans le fond. Tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que la blessure, finalement, ne se guérit pas ou se guérit très, très tardivement. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Quand tu parlais d'évaluation psychologique, ça revient juste par intérêt. Les gens pourront aller voir, là, mais sur le site de l'Ordre des ergothérapeutes, là, il y a quand même ce qu'on appelle des activités réservées, mais qui peuvent être partagées quand même avec d'autres professions. Puis on parle beaucoup d'évaluation, là, l'évaluation fonctionnelle,
évaluer la fonction neuromusculo-squelettique chez une personne qui a une déficience ou une incapacité. Là, je te lance des idées. Là, si tu as des exemples, tu me donnes prodiguer des traitements reliés aux plaies. Ça, on tombe un peu dans le volet peut-être de la stomothérapie aussi, ou ça pourrait être des plaies de lit, disons, des choses comme ça? Ou... Oui, c'est ça. C'est plus parce que, OK. il y a le personnel infirmier, mais le personnel infirmier est tellement débordé. Et c'est surtout OK. très préventif, parce que généralement, on n'est pas supposé de se rendre à une plaie de lit, tu sais. Non, Donc, si on mais est rendu malheureusement, là, ça c'est arrive. que, Ouais. ouais, c'est ça. Puis il y en Donc, a un qui est intéressant, c'était évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation. Donc, on ferait référence à quoi, par exemple, là, ou un trouble mental ou comme neuropsychologique ou... moi, je travaille en clinique privée, donc j'ai des références en santé mentale. Donc, soit qui ont un diagnostic, soit qui n'ont pas de diagnostic, mais par exemple, des troubles transitoires communs, troubles d'adaptation, épuisement, troubles d'anxiété généralisée. Euh, et s'ils n'ont pas de diagnostic, j'ai pas toujours besoin d'un diagnostic, mais des fois, c'est nécessaire. Donc, je vais rédiger, par exemple, une lettre au médecin en lui disant, que pensez-vous? Est-ce qu'il serait possible que c'est qu'il se passe telle situation? Donc, c'est ça. Il pourrait y avoir un diagnostic de préciser Mais peut-être. aurais-tu, si c'est possible, j'imagine, en préservant la confidentialité, un exemple, disons, là, Oui. d'intervention de patients que tu verrais ou dans ce contexte Euh, précis, là, parce que c'est vrai, j'imagine, je sais pas, je suis pas médecin de famille, mais c'est pas le premier réflexe que j'aurais d'envoyer un patient anxieux en ergothérapie, là, mais ça peut arriver. C'est ce que je comprends? oui. En OK, je fait, t'écoute. exactement. Exactement. Puis, en raison de la COVID longue, les OK. médecins de famille se sont beaucoup tournés vers nous. Pas à cause d'un diagnostic de COVID longue, mais à cause que les psychologues étaient tellement débordés qu'ils ont réalisé que nous aussi, on pouvait intervenir en santé mentale de façon complètement différente. Mais j'ai des patients qui viennent me voir, qui n'ont pas de en psychologie, qui veulent rien savoir, ou que ils ont déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Il y en a que je OK. travaille, il y en a qui font aussi de la psy, puis ils font de l'ergothérapie. Mais en gros, dans le fond, quelqu'un peut venir me voir pour, par exemple, de l'harcèlement suivi au travail. Ça l'a mené OK. à une dépression. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que souvent, ce que je dis aux patients qui viennent me voir en santé mentale, c'est que en psychologie, le patient va souvent plus parler et le psychologue, de temps en temps, va intervenir pour que la personne fasse les liens elle-même. Et le psychologue va rarement donner des réponses. Dans ce cas, en ergothérapie, les échanges sont beaucoup plus dans les deux sens. OK. Donc, il y a des conseils concrets. Je ne dis pas que les psychologues ne donnent pas de conseils concrets, mais c'est moins la nature de leur profession. Donc, nous, c'est beaucoup plus concret. Donc, par exemple, le monsieur qui a subi du harcèlement au travail, mais on va questionner parce que votre objectif, par exemple, c'est de retourner au travail dans ce milieu-là. Si c'est pas le cas, on va parler d'un autre environnement de travail. Puis on va explorer ses intérêts, on va regarder la personne de façon holistique, puis on va explorer d'autres possibilités. Mais aussi, on va aussi explorer comment ça s'est arrivé, cet harcèlement-là. Est-ce que vous auriez pu établir des limites? Est-ce que vous auriez pu... C'est sûr que nous, on ne va pas reculer dans le pourquoi du comment, du pourquoi, comme un psychologue le fait. Le psychologue va sûrement, généralement, aller dans l'enfance, dans le type de parent qu'il a eu, pour faire Mhm. des liens avec pourquoi il est comme ça aujourd'hui et pourquoi il a agi comme ça dans cette situation-là. Alors que nous, on va être beaucoup plus on va reculer un peu en arrière avant le harcèlement, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on va beaucoup plus être dans le moment présent de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça. Puis, comment ne pas revivre une situation comme ça. On est aussi dans la prévention. Ça me C'est un semble quand exemple. même comment dire, tout un défi comme profession, tu sais, ça me semble que ça a l'air large, comme, Ben, je dis souvent qu'on est un peu comme des médecins de famille, dans le fond. ben, mhm. Pas dans le sens qu'on fait pas du tout les mêmes tâches, mais tu sais, il y a des médecins de famille parce que nous, on a autant de cours en santé mentale qu'en santé physique. Mhm. L'anatomie, la physiologie, les psychopathologies, tout ça. Donc là, tu sais, moi, en finissant l'université, j'étais intéressée par la trauma. Je n'étais pas intéressée nécessairement par la santé mentale pure, là, tu sais. Comme un Mhm. médecin de famille peut s'intéresser plus à l'obstétrique ou non. OK. Donc, tu sais, dans le tout, tu sais, on est un peu
euh, on est un peu des généralistes qui se spécialisent avec les années de pratique vers une sphère un peu plus d'intérêt. Puis tu parlais tout à l'heure de la COVID. Là, quel était ton rôle ou quel était le rôle de certains de tes collègues dans la COVID? Parce que je sais que les ergothérapeutes étaient sollicités, là, tu en as parlé, là, donc ça pouvait être quoi, disons, là, à quel niveau? Là? Pour la COVID longue, disons. Mhm. OK. Donc, pour la COVID longue, ce qui arrive, c'est que la COVID longue, qui est un diagnostic encore connaître, à approfondir hein, Tout au à niveau fait. de la science. Et puis, comme la COVID est complexe, et que ce que je disais tantôt, on est vraiment les seuls professionnels en réadaptation à aborder les trois sphères, là, Mhm. le physique, le cognitif, l'affectif et aussi l'environnemental, là, tout ce qui est Mhm. environnemental. Donc, on est bien placé pour savoir, mettons, ce que tu as fait comme activité, là, ça a été trop exigeant au niveau cognitif, au niveau physique ou au niveau affectif. Donc, on peut plus faire de lien entre comment changer les habitudes de vie pour se sortir de la COVID longue. Mhm. Le Mais, psychologue va aborder la sphère ouais. affective, puis le physio va aborder la sphère physique. Mais ce que je connais de la COVID longue pour avoir fait des épisodes là-dessus avec des patients et des intervenants, c'est que les thérapeutes avançaient dans le brouillard comme les patients un peu. Est-ce que je me trompe? Ou c'est Moi, j'ai difficile parce commencé qu'on à connaissait pas intervenir l'entité. On connaissait pas l'entité. C'était beaucoup d'accompagnement, de ce que je comprends, puis de support, parce qu'on connaît pas beaucoup la maladie. On fait certains parallèles peut-être avec la fibromyalgie, peut-être avec la maladie de Lyme, mais tu sais, c'est pas une maladie qu'on connaît, puis c'est une maladie qui a beaucoup de préjugés. Je ne te cacherai Oui. pas que dans le réseau médical, tu le sais très bien, là, tout ce qui est associé à fatigue chronique, fibromyalgie, c'est des maladies qui viennent avec un lot là, de préjugés là, puis de stigmas. Mais quand j'ai fait une entrevue avec une patiente qui a eu la COVID longue, ça m'a convaincu que c'était, écoute, c'était réel, là, parce que j'avais devant moi une personne qui était partie d'une vie active là, là, au travail, le sport, puis qui est devenue écoute, essentiellement invalide là, dans les premiers mois après le début de la maladie. Là, donc, Ah oui, c'est très complexe. Puis, en fait, moi, j'ai commencé à intervenir en 2020 avec les gens qui ont la COVID longue. Donc, mhm, j'ai eu des formations via le programme COVID ici, du SISMO, le mhm, symposium de la Montérégie-Ouest. Donc, c'était un programme qui était en milieu, on va dire, hospitalier. Ils ont engagé des gens privés comme moi pour les aider à intervenir auprès de la clientèle. Euh, mhm, disons que moi, quand j'ai commencé à intervenir, je le savais déjà que la réadaptation, par les exercices, par l'entraînement, c'était proscrit, là. Mais mhm, il y a eu des essais-erreurs au début là, des interventions. mhm, Puis je sens un découragement de certains professionnels de la santé. Par exemple, mes collègues physiothérapeutes, il y en a plus là, que je connais autour de moi à proximité qui veulent intervenir auprès de mhm, cette clientèle-là. Ils ne sont pas fait former suffisamment au plan psychologique pour comprendre tous les facteurs complexes qui rentrent en ligne de compte. Parce que oui, la COVID longue, elle existe, mais c'est plus compliqué que ça, l'humain. Il peut y avoir des choses qui s'installent en cours de route aussi associées mhm, à la peur des microbes. Puis, en fait, il y a un réel découragement de certains médecins de famille. Puis plusieurs de mes collègues physiothérapeutes ils sont mhm. plus intéressés parce que c'est complexe. Comme la fibromyalgie, c'est complexe, comme le syndrome de fatigue chronique. Puis tu me corrigeras également, mais ce que la COVID longue aussi a révélé, c'est que beaucoup des soins dans le système de santé ne sont pas couverts par le régime public. Donc, les gens qui avaient la COVID longue, tu me corrigeras là, honnêtement, mais ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, étaient un peu limités là, parce que il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas offertes dans le réseau public. Je ne sais pas si c'est l'expérience que tu as. Là. Oui, Donc, il fallait être capable d'aller un peu dans le privé à gauche puis à droite pour aller chercher l'éventail de compétences puis de traitements nécessaires là, pour optimiser les chances de guérison là, ou d'amélioration au moins. Là. oui. Puis, on va dire que c'est comme dans tout, les cliniques privées, c'est des entreprises. Le but Mhm, d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, mhm, probablement qu'il y a eu des erreurs de la part de certains thérapeutes qui n'étaient pas assez formés
pour Mhm. intervenir auprès des gens atteints de la COVID longue, qui ont accepté des gens, qui ont aggravé des conditions. Moi, j'ai été témoin de gens qui ont été traités par des gens pas formés et qui Mhm. allaient justement dans la réadaptation active, dans les exercices. Et là, moi, j'ai dû intervenir en disant au médecin de famille, là, je vous informe qu'on est en train d'aggraver la condition de la personne. Mhm. Donc, je pense que les gens ont voulu bien faire, mais il y a tout le côté rentabilité des entreprises. Il y a eu des pertes monétaires là, pendant la COVID. Là. Mhm. Donc, tu sais, se relever de ça, tu sais, c'est compliqué pour certaines cliniques. Moi, je pense qu'il y a eu un peu de ah oui, tu sais, ça doit être facile à gérer, fait qu'on va accepter des gens qui sont atteints de COVID long, mais c'est complexe, tu sais. Puis, pour vrai, il y a énormément de gens qui ont la COVID longue, mais qui ont des antécédents. Et ça complexifie la réadaptation. Quelqu'un qui a un Mhm. trouble anxieux, qui n'était pas vraiment rétabli de son trouble anxieux, que la COVID longue, c'est plus compliqué, là. Il y a des J'imagine. antécédents à considérer. Ben oui. Mais, Donc, mais l'histoire de thérapie, pas de thérapie, mais d'activité physique, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est tout à fait contre-intuitif, là, parce qu'on a toujours tendance à penser on est malade, on a notre maladie, puis après la convalescence, ben, c'est le retour aux activités. Si on fait le corollaire avec une blessure sportive, là, quand tu as une blessure sportive, tu recommences pas tranquillement, puis jamais, puis t'arrêter avant l'inconfort. Là. Mais oui. je sais pas combien. Je me rappelle pas un peu tu saurais me le dire. Comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas trop faire travailler ces gens-là ou pas les pousser justement à la fatigue? Mais à la base, je pense que j'ai pas les données exactes, mais je sais qu'à la base, ça venait d'un physiothérapeute. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé pour ça, mais l'information a été diffusée dans les C3S qu'il fallait OK. réactiver, qu'il fallait faire bouger, qu'il fallait. Et là, ben là, j'imagine, je ne sais pas. Mais je sais ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas, là. Les gens, ça aggravait les Mais les conditions, là. patients s'en rendaient compte, là, je pense que Oui, oui, oui. les Mais pires moi, j'étais cas que j'ai déjà entendus, ouais, c'est ça. c'était déjà Ouais. le passé quand j'ai commencé. Fait que je OK. le savais que c'était pas ça, mais je pense que c'est parce qu'ils ont réellement rendu compte que ça fonctionnait pas, tu sais. Ben, en fait, ce que j'ai entendu, c'est que c'était épouvantable. Là. C'est un patient qui avait la COVID longue dans le pire de la crise. Les gens, parfois, c'était comme se laver les cheveux, puis Oui, ça remplissait une journée. Là. oui, oui. Donc, Moi, s'ils j'en ai voulaient se encore laver... actuellement des patients actifs là, qui ont la COVID longue. Là. Ça rentre moins, disons, il y a moins de références parce qu'il y en a de moins en moins, mais j'en ai encore. Et quand vous avez parlé que c'était contre-intuitif, c'est moins contre-intuitif pour un ergothérapeute parce que OK. l'ergothérapeute, donc, Ça tend à tout, peut-être, je sais pas. Ou... s'attend à tout de faire notre vision holistique pour vrai. OK. C'est vraiment un fait, là, tu sais. Non, non, mais Puis, je le crois. nous autres, là, mettons, on va souvent parler en réadaptation de zone d'effort. Donc, OK. déjà, quelqu'un qui est blessé, on va pas être comme go, 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 ah ouais, tu sais, on va parler de zone d'effort, par exemple, de zone verte, de zone jaune, de zone rouge. Puis on va dire, faut pas se être dans la zone verte, de rien faire, puis de pas provoquer de symptômes, mais faut pas être dans la zone rouge. On réagit puis on paye pas pendant 2, 3 jours. Il faut hausser la dose de médicaments que le médecin nous a prescrit ou whatever. Donc, il faut viser une zone d'effort. Donc, on était déjà, nous, on a déjà cet instinct-là de s'adapter à l'individu. C'est sûr OK. que votre zone jaune à vous va peut-être être plus élevée que la zone de quelqu'un d'autre qui n'est pas sportif, qui est plutôt sédentaire puis qui s'est blessé au même endroit que vous. Donc, c'est Mhm. vraiment ça. On s'adapte quand même à l'individu devant nous. OK, OK. Mais en même temps, j'imagine que tu t'adaptes au contexte. Si tu as une personne qui a une blessure professionnelle, tu sais que c'est l'environnement de travail, puis quand la personne ne travaille, la personne n'est pas symptomatique en dehors du travail, là, puis tu as fait le tour, là, tu te dit, ben moi, je prends ma retraite dans 3 mois. J'imagine qu'on n'a pas la même approche qu'un gars de 40 ans, mettons, qui veut faire ça encore pendant 20 ans. Est-ce que je me trompe? Ou Exact, exact. la Dans le personne fond, qui se retire bientôt, tu vas dire, écoute, peut-être on va essayer de changer de poste d'emploi pour 3 mois, ou entre guillemets, endure un peu, ou je sais pas. Ou, oui, puis généralement, là, c'est, c'est très, très peu commun que c'est associé, le problème est associé à une seule sphère. Ça va arriver. OK, OK. C'est quelqu'un qui est sur une chaîne de montage et qui n'a pas de rotation de poste. Mhm. Là, il y a une surutilisation dans des angles qui sont comme pas trop fonctionnels.
recommandé, ben oui, c'est sûr. Mais c'est vraiment, vraiment très rare que c'est associé à une seule sphère. Mais effectivement, quelqu'un qui a 3 hernies discales lombaires, puis qui est dans la construction, ben c'est déjà arrivé là qu'on parle de réorientation de carrière. Mhm. Ça se peut qu'il s'en sorte très bien, mais ça se peut qu'on doive remettre en question son métier. Euh, Puis, oui, ça se peut qu'un retraité dise, bon, ben là, faut que je retourne au travail 3 mois pour prendre ma retraite. Je suis en dépression, mais je dois retourner 3 mois. Je vais toffer ces 3 mois-là. Je vais continuer à te suivre une fois par 2, 3 semaines pour être sûr que je ne tombe pas plus bas, là. Ah Mais oui? je vais toffer ça parce que sinon, j'étire, je ne pourrai jamais prendre ma retraite, là. Donc, je OK, dois OK. retourner, là. À défaut, que je sais que cet environnement-là est malsain pour moi, mais pas assez malsain pour pas toffer ces 3 mois-là qui me restent. As-tu parfois des relations avec la CSST? Je dis pas, mettons, il y aurait une entreprise, plusieurs blessures, un peu de la même nature. Puis là, la CSST pense qu'il y a peut-être un lien avec l'environnement de travail. Puis là, je sais pas trop, on a un employeur difficile, il veut rien modifier. Puis, En est-ce fait, que ça on peut. est parmi les professionnels de la santé, je pense, de la réadaptation, qui sommes le plus en contact direct, verbalement, là, avec des assureurs SAC, CNSST, OK. assureurs privés. Pourquoi? Parce que, comme je le disais au début, nous, c'est très concret ce qu'on évalue. C'est très, c'est pas genre, oui, c'est vrai que ça se peut que j'écrive que l'épaule élève jusqu'à 180, jusqu'à 90 degrés. Je vais utiliser des chiffres que des fois les assureurs vont moins bien comprendre, mais ça va surtout consister mon évaluation, mes rapports en telle sphère, là, mettons, il est capable, il n'est pas capable, pour quelle raison? C'est une raison de manque de force à l'épaule, c'est une raison de mauvaise habitude posturale, c'est une Mhm. raison affective de tristesse, de pensée suicidaire et tout. Donc, c'est très concret pour un assureur. Donc, souvent, ils veulent nos rapports. Ça, c'est un autre sphère, oui, tu sais, mais ils OK. les veulent que ça leur donne des informations concrètes. Donc, oui, on est vraiment, on peut être constamment en contact avec eux. Qu'est-ce qui t'a amené en pratique privée aujourd'hui, après 20 ans de pratique? As-tu toujours été en pratique privée? As-tu été dans le réseau public puis t'as été désabusé comme tellement de gens? Oh. Oui, en fait, moi, j'ai pratiqué presque 10 ans au public Si ça en se promo. raconte, OK. Combien, Oui, 14 ans? tout se raconte, ça dépend comment on raconte. Oh, oui. Euh, donc, en fait, presque 10 ans, En j'étais fait, comme dans un disait centre. René Lévesque disait ne pas dire toute la vérité, mais ne pas dire le contraire de ce que l'on pense, quelque chose comme ça. Exactement, c'est un art, hein? C'est un art, le choix des mots qu'on prend et tout. Euh, donc, j'ai été dès la fin de l'université, donc terminé en 2004, j'ai pratiqué presque 10 ans en traumatologie dans un centre de réadaptation à Saint-Hubert qui s'appelait à l'époque le Centre Montérégie de réadaptation sur la rive sud de Montréal. Maintenant, c'est tout fusionné, là, donc maintenant, c'est le CISMO, le Mhm. CISME, là, en tout cas, le Montérégie Est-Ouest Centre. Puis, j'étais avec les gens qui avaient, par exemple, une amputation, un traumatisme crânien léger, modéré, sévère, un AVC, Médulaire des, aussi, j'imagine. des blessés médulaires. Moi, je pratiquais moi avec cette clientèle-là, mais amputation grand public. Je faisais la trauma jeunesse, trauma adulte, donc aussi des billes secouées, OK, quand même. AVC, traumatisme crânien chez les ados, enfants. OK. J'ai adoré la clientèle. Je suis une fille de défi, c'est des beaux challenges chez des gens généralement très, très motivés, qu'ils ont des blessures graves, donc ils risquent d'avoir des séquelles permanentes, des Mhm. limitations fonctionnelles. Euh, donc, c'est un gros, gros travail de réadaptation et d'équipe. Donc, qui vient avec ça, c'est beaucoup, beaucoup de réunions interdisciplinaires, donc beaucoup de discussions pour se départager les rôles. Et comme l'ergothérapeute touche à plusieurs sphères de profession, un peu, c'est un peu de zone de collaboration, de zone grise avec les physios, avec le neuropsychologue, avec le travailleur social. Donc, ça demandait énormément d'échanges, ce qui est super enrichissant, mais un peu usé à la longue. Donc, moi, j'étais un peu blasée
avec le roulement aussi personnel. Donc, moi, j'avais pas eu de congé de maternité, donc j'étais là à temps plein depuis presque 10 ans. Donc, j'étais un peu blasée là, de devoir expliquer mon rôle, départager nos tâches. Donc, c'est vraiment pas à cause de la clientèle. Si c'était, je serais encore là si c'était juste pour la clientèle. C'est en dehors des traitements, des interventions. J'étais un peu blasée, sans compter la rédaction qui est assez, disons, exigeante au public en termes de travail interdisciplinaire pour que tes communications et tout soient claires et soient rigoureuses. Là. Mais ça, c'était jusqu'en 2014-15 environ. 2012-13, là, ouais. OK. Puis là, pour bien comprendre, ça, c'était dans un institut de réadaptation. Donc, on n'est pas à l'hôpital, là. Non, j'étais en externe, donc les gens avaient terminé la phase de soins aigus, la phase interne en réadaptation interne, donc ils étaient retournés à la maison et là, ils avaient besoin de traitements à toutes les semaines, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois semaine. OK, donc c'était pas un institut de réadaptation avec des patients qui étaient sur place? Non, on était en externe. C'était en externe? Ouais. OK. Puis la réadaptation, parce que j'imagine que ça allait de l'hôpital à un institut de réadaptation interne où tu n'intervenais pas, puis toi, tu étais dans la portion externe. Exact. Nous, par exemple, on était plutôt affiliés à Charlemagne. Donc, Charlemagne était mandaté pour la trauma dans la région à ce moment-là. Ben, je suis presque tout au courant de qui est mandaté, là. Mais ensuite, ben, il demeurait à l'interne à l'hôpital, donc dans une autre section de l'hôpital. Mm-hmm. Une fois qu'il était apte à retourner à domicile, que l'ergothérapeute, par exemple, l'équipe, là, mais souvent l'ergothérapeute convenait que la personne pouvait retourner à domicile pour être sécuritaire ou elle avait des gens pour pallier aux insécurités. Ben, à ce moment-là, généralement, la personne avait encore besoin de réadaptation. Et les suivis pouvaient se dérouler jusqu'à 2 ans là, pour l'intégration au travail, par exemple, jusqu'à réintégrer le travail. Là. Ou non. Est-ce que ça implique des visites à domicile ou des choses comme ça où j'imagine l'analyse. Est-ce que tu peux impliquer, t'impliquer même pour la conduite automobile, modifier? Est-ce que c'est toi qui vas travailler, mettons, modifier une voiture pour permettre à quelqu'un de conduire? Est-ce que ça va être dans ta grande palette? En centre de réadaptation en externe, c'est beaucoup plus fréquent, les visites à domicile et les visites de poste de travail. C'est des grosses blessures. Tu sais, moi, mettons, à clinique privée actuellement, si j'ai quelqu'un, par exemple, qui a une entorse lombaire, il faut modifier certaines façons de faire au travail. Des fois, ça peut se faire juste verbal. Des fois, tu peux juste, mettons, contacter l'employeur ou le patient parle à son employeur. Il y a un changement qui est fait au niveau environnemental ou au niveau des méthodes de travail. Donc, j'ai pas nécessairement besoin d'aller en visite au travail. Mais dans les cas de blessures complexes, souvent, il faut aller voir comment s'organiser dans la maison. Il faut aller voir comment s'organiser au travail. Il faut pas expliquer la maladie, la blessure. Il faut vraiment comme sensibiliser le syndicat, les ressources humaines, le supérieur immédiat. Donc, oui. Pour ce qui est du volet conduite automobile, c'est vraiment, on n'est pas, disons qu'on n'a pas suffisamment d'heures de formation. On peut pratiquer après la maîtrise ou le bac, là, en évaluation de conduite auto. Mais généralement, les ergothérapeutes préfèrent aller chercher beaucoup plus de formation continue sur ce sujet-là pour, disons, se spécialiser dans le domaine. Donc, moi, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Au centre de réadaptation, il y avait vraiment un programme d'évaluation de conduite automobile dans lequel il y avait des ergothérapeutes. Donc, nous, quand on jugeait que la personne était apte à se faire évaluer, on référait au programme d'évaluation. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Est-ce que 10 ans dans un milieu comme ça, moi j'aurais tendance à penser qu'il y a une certaine forme d'épuisement qui peut s'installer? Il n'y a jamais de belles histoires ou c'est tout le temps dramatique un peu, là, je veux dire, des accidentés ou... Quand j'étais, mettons, en 3 mois, là. Ouais, il me semble que ça Ok. serait lourd, là. J'essaie de me situer... Ben, en fait, c'est c'est comme un peu long merveilleux en ergo, c'est qu'il y a énormément de stages. On a comme 6 stages. Moi, j'ai fait un stage en 3 mois. J'ai vraiment su très, très rapidement que j'étais vraiment faite pour ça, que j'adorais ça. OK. Les gens s'en rendent compte assez rapidement. Tu sais, il y a des gens qui ont appliqué en 3 mois, qui sont rentrés comme ergo, comme physio, comme orthophoniste, qui se sont rendus compte rapidement que c'était pas pour eux. Très, trop difficile, ouais. Oui, tu sais, je veux dire, c'est sûr, comme vous le savez, là, c'est sûr que si on rapporte constamment des choses à la maison, dans notre tête, ben, ça finit par user. Donc, soit on s'en rend compte qu'il est rendu trop tard, puis on est déjà en arrêt de travail, ou soit on agit en prévention, ce qui n'est pas souvent le cas, là. Mais est-ce qu'on agit en prévention, puis on réalise par nous-mêmes que c'est pas pour nous, là? Parce que je pense que ça doit être plus difficile plus on est jeune aussi, je sais pas, on s'identifie peut-être plus aux patients. Comme moi, si je me projette, quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais de la difficulté à traiter des patients de mon âge. Même pour des conditions relativement bénignes, tu sais, parce que, tu sais, là, je me dis, heureusement, ça a passé parce que ma clientèle aurait tout le temps rapetissé. Mais, Oui, tu sais, mettons, tu sais, je traitais un patient, moi j'ai commencé à pratiquer jeune quand même, à 27 ans, là, tu sais, quand j'avais un jeune patient, 27-28 ans, là, même pour une condition en théorie bénigne, une hernie, une chirurgie de la vésicule biliaire, c'est jamais complètement bénin, là, puis on dirait que je me projetais là-dedans un peu, là. Ça a fini par passer, là, mais je sais pas si c'était ton cas aussi, là, quand tu voyais des jeunes au sortir de l'université, là, des jeunes avec des traumatismes médulaires, tout ça, c'est pas oui. Je pense difficile, que là, je le sais pas. fait que, oui, ça paraît large, notre profession, mais en fait, quand on fait le cours, la formation, il s'assure qu'on touche à pas mal 90% des clientèles. Fait qu'on peut OK. savoir assez rapidement, non, non, oui, non, OK. oui, non. Puis, je pense que ce qui peut être difficile, c'est quand on a quelqu'un un peu de notre âge ou avec qui on peut avoir des affinités, qu'on voit qu'on est un humain, et ah, my God, Exact. on a des intérêts communs. C'est de Exact. faire attention avec l'empathie versus la sympathie. Complètement. C'est plus ça, je pense, que moi, j'ai eu comme défi, que je peux en voir encore Ben ouais. à ce jour, tu sais. Tout à Donc, fait. c'est ça, je pense que je ne dis pas que j'ai jamais été transformée par un individu qui vivait des moments difficiles. Tu sais, c'est d'ailleurs ce que j'aime de ma profession. On en apprend sur nous, on en apprend sur l'autre. Mais je pense que mon défi, ce serait, vu que je suis quand même une personne sociale, je pense que c'est l'empathie versus la sympathie, de vraiment essayer de créer une distance. Donc, j'essaie de vous voyer plus souvent qu'avant. Est-ce que ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que je comprends que c'est pas nécessairement le contact avec le patient, mais tout ce qui entourait ta pratique dans le réseau public qui t'a amené à quitter la paperasse, la lourdeur administrative, les réunions, puis finalement tout ça s'est éloigné un petit peu du contact avec le malade? Est-ce que je pourrais résumer ça comme... Oui, en fait, sans mettre des paroles dans ta bouche. En fait, on peut pas voir beaucoup de patients par jour au public. Je parle en réadaptation en externe. Je veux pas parler en milieu hospitalier, ça fait, j'ai jamais travaillé en milieu hospitalier, ça date de mes stages. Mais en externe, je trouve qu'on voit pas assez de patients. On est étudié pour ça, dans le fond. Tu sais, on est étudié pour intervenir, pour évaluer, pour documenter. Mais tu sais, admettons 4, 5, 6 patients par jour. Surtout qu'en réadaptation, des fois, il y a des patients qu'on peut mettre en même temps, en physio, en ergo. C'est pas rare qu'on met 1, 2 patients en même temps là, en centre de réadaptation. Fait que imaginez sur 7 heures de travail qu'on voit 4 patients, 5 patients, c'est pas beaucoup. C'est un peu frustré. Tout ce qui est, ouais. Puis moi, je suis quand même une personne rigoureuse pour la rédaction. C'est des blessés graves, c'est des risques
c'est des risques de demande de dossier avec Mhm. fait que tu veux bien documenter quand même sans être zélé. Mhm. Puis au final, maintenant que je suis au privé, que je demeure rigoureuse, demeure avec l'essentiel de ce que mon ordre me demande, je peux dire que je fais peut-être le sixième de tout ce qui est paperasse réunion, de ce que je savais au public. OK. OK, C'est quand plusieurs même, ça heures par donne. semaine. J'entends et je ne suis pas surpris. Mais la pratique actuelle, ça ressemble à quoi, disons, là, aujourd'hui, en 2024, en clinique privée pour toi? Pour moi, je dirais que je me suis beaucoup intéressée à la santé mentale. Euh, Quand j'ai terminé, je dois admettre que j'étais très dans le concret du physique, la réadaptation physique, Mhm. même si je suis formée en santé mentale. Tu sais, surtout en 3 mois, ben, il y a des TS, il y a des neuropsychologues, il y a des psychologues. Donc, il y avait beaucoup d'intervenants en santé mentale dans mes équipes. Donc, je m'étais tournée beaucoup plus vers la santé physique. OK. Et puis, moi, j'ai fait de l'aide humanitaire d'urgence à Port-au-Prince en 2010. Un mois après le tremblement de terre, je suis allée à Port-au-Prince. Puis, j'ai vu, là, tu sais, j'étais déjà allée en Afrique pour le plaisir, là, avec mon ex-conjoint, Mhm. des mois, là. Donc, j'avais vu la pauvreté. Je me trouvais apte à faire de l'aide humanitaire d'urgence. J'avais l'expérience en trauma, donc il y avait énormément d'amputés à Port-au-Prince, des gens amputés, en fait. Mhm. Puis, par la suite, moi, j'ai eu une remise en question. Donc, je me suis questionnée moi-même sur qui suis-je, où vais-je. J'ai 28 ans, 30 ans, là, je me suis plus de Mhm. mon âge à l'époque. Donc, on se pense un peu invincible, là. Mhm. Mais l'aide humanitaire d'urgence pendant un mois, là, 7 jours sur 7, là, c'était quelque chose. Donc, le retour à la réalité ici a été comme questionnable. Donc, j'ai ouvert, comme je disais à mes patients, j'ai dû ouvrir différents tiroirs dans ma vie, faire du ménage. Puis ça m'a amené, dans le fond, à consulter, à être médicamentée pendant 4 ans, puis OK. à m'intéresser davantage à la santé mentale. Comme si je me sentais moins imposteur à ce moment-là, vu que je l'avais vécu, de me tourner vers la santé mentale. Donc, je dirais que maintenant, ma clientèle, c'est peut-être 40% de gens qui viennent me voir que c'est purement pour un problème de santé mentale, sans problème de santé physique, là. Puis ça, c'est à partir du voyage humanitaire. Ou ça serait arrivé pareil, Ouais, tu penses? Ou... pas sûr, pas sûr, Quand pas même. certaine que je me OK. serais tournée à ce point-là vers ça. Ouais. OK. Quand même. Je pense que l'anxiété, une attaque de panique, un stress post-trauma, un trouble panique, je l'avais appris, là. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai étudié. Mais quand tu l'as vécu, là, moi, je me souviens quand j'ai consulté en 2010, j'ai commencé, j'ai vu une psychologue. Puis, j'étais une très bonne élève, là. Dis-moi tout, moi, je vais faire ce que Mhm. mon médecin, j'écoutais à la lettre. Puis, moi, quand j'ai trouvé cette psychologue-là, je voulais voir une psychologue qui avait déjà fait une attaque de panique. Elle me disait, c'est impossible de me comprendre. Puis, point-là si tu l'as jamais vécu. Fait que je me suis dit, fait que je pense que c'est grâce à ça, parce que c'est pour moi, ça a été une épreuve, mais ça fait partie de ma vie. Mhm. Je n'ai pas de regrets sur cette expérience-là, mais je pense que c'est grâce à ça que je me suis réellement tournée vers cette clientèle-là. Donc, c'est une grande partie de ma clientèle. Mais si tu avais le choix, est-ce que tu n'irais pas à Port-au-Prince ou si tu Puis pouvais j'avais le reculer dans le choix. temps? Si tu avais le choix de reculer dans le temps puis de ne pas faire ce voyage humanitaire-là à Port-au-Prince, que tu Non, retournerais? on m'a souvent posé la question, puis j'étais tellement, tellement excitée d'y aller. OK. J'étais tellement, moi, j'avais eu l'occasion de faire de l'aide humanitaire, mais assister des médecins, des infirmières, moi, c'est pas ça qui m'interpellait. Moi, je voulais faire mon travail d'écho, tu sais. OK. Euh, donc, j'étais tellement excitée. Puis, une amie à moi ne pouvait pas y aller parce qu'on y allouait juste une des deux, une de nous deux à quitter le travail en même temps. On était les deux en trauma. Puis elle dit, OK. tu peux y aller? J'ai dit, oui, je vais y aller toute seule, c'est pas grave. Donc, j'étais Mhm. tellement, tellement excitée. Je pense que la goutte, c'est une goutte qui a fait déborder mon vase. Mhm. Puis probablement que le vase aurait débordé dans ma vie un jour ou l'autre. Mhm. Je pense. Euh, donc, euh,
Donc, j'ai pas de regrets. Par contre, pour ce qui est de retourner à Port-au-Prince dans ce pays-là, à Haïti, ça, c'est un autre sujet. OK, dans le sens que tu n'irais pas ou que tu y penses? Je ne retournerai plus malheureusement à Haïti en tant que tel. Ouais, Ben, c'est, écoute, je suis même pas sûr que ce serait recommandé tellement ouais. Mais tellement c'est même avant qu'il dangereux, y là. ait les problèmes de gang et tout, là, il y en a toujours eu, là. C'est, Mhm, il y avait des kidnappings de prostituées comme moi, là, tu sais, pour des mhm, rançons, là. Mais mhm. c'est sûr que pour avoir vu l'Afrique, pour avoir vu Haïti, si on compare ces deux pays-là, là, Haïti, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Là, de génération en génération, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc, comme thérapeute, moi, ce que je retiens de cette expérience-là, qui me, qui me, qui me fait plaisir, c'est que moi, j'ai transmis mes connaissances à des infirmières, des infirmiers là-bas, qui avaient plus de travail parce que les hôpitaux étaient anéantis. Donc, Mhm. j'ai transmis. Donc, j'ai appris à pêcher. J'ai pas pêché. J'ai appris Mhm. à pêcher. Donc, mes connaissances ont été transmises. Oui, ces personnes-là avec qui je suis encore en contact pratiquent encore la réadaptation grâce aux connaissances qui ont été prises. Quand même. Quand même. Mais, C'est quand même. mais pour ce qui est de... Ils partent de loin, c'est un peuple qui est... C'est ça, c'est pas évident pour eux Mm. là, de sortir de ça. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Non, tout à fait. Écoute, ça pourrait faire... je sais pas. J'aimerais ça quand même. Quelle histoire. Parle-moi de la revue Ergo. Je venais de te connaître, puis je trouve un petit peu. Puis la première chose que je trouve, c'est... Oh, on ferme. On ferme la revue Ergo. J'ai dit là, je participe au podcast, je peux pas faire les deux en même temps, là, c'est impossible, je peux pas gérer la revue. Puis... Ah, c'est un travail bénévole, hein, ça fait 2 ans Oui, et c'est ça que j'ai demi. compris, là, mais il y avait quand même un site internet, un comité de rédaction, là, c'est quand même Ouais, quelque en chose fait, d'envergure, là, je sais. ouais. Puis en fait, ce qui était super, c'est que maintenant que la maîtrise est obligatoire en ergo et en physio, on recevait beaucoup d'articles scientifiques. Il n'y a rien de mieux comme chercheur de faire connaître ces données parce que quand on pratique, Tout à mettons, fait. oui, on doit se tenir au courant des données probantes, mais en ergothérapie puis en physiothérapie, ça serait de mentir de dire qu'on lit 20 articles de 15 pages par année. Là. On se Ben tient au non. courant avec les formations continues, mais nous, ce qui était le fun, c'est que les articles de 15 pages produits, publiés ou non dans des revues scientifiques, nous étaient transmis en résumé. Ça pouvait être 1, 2 pages, 3 pages. Donc, c'était comme l'essentiel de Mhm, l'article. Donc, c'est comme si on faisait le lien entre la science, les chercheurs, puis les praticiens, les cliniciens. mhm. Puis ça, c'est sans compter quelqu'un qui a une clinique en Gaspésie, qui monte un projet d'ergothérapie en plein air, qui veut partager son programme, son C'est projet. ça. Donc, c'était vraiment... Donc, pour ça, c'était très enrichissant, mais c'est sûr que c'est du travail. Étant rédactrice en chef, slash Complètement bénévole. chef d'orchestre. Non, c'est ça. Donc, j'ai contribué à promouvoir la profession aussi, puisque nos articles Mhm. étaient diffusés, facile à lire aussi pour le grand public. Donc, je pense que j'étais un peu usée du travail de bénévole depuis 10 ans et demi. C'était plusieurs heures par semaine. Là, donc, OK.
Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune source de revenus, il n'y avait pas de commanditaire, il y avait... Ce qui est un peu malheureux, c'est que là, ça aurait été facile d'être rentable. En fait, moi, j'étais et c'était revenu dépenses égales. Je faisais pas vraiment d'argent. OK. Donc, au final, on était payé, par exemple, par des propriétaires de cliniques qui faisaient des offres. Donc, qui voulaient afficher des offres d'emploi, Ouais, OK. ou une compagnie qui voulait afficher du matériel de réadaptation. Nous, on vend ça, on vend ça, on vend ça, pour vos cliniques, ça pourrait être enrichissant. C'est comme ça qu'on avait des revenus. Mais étant donné que le site web était en ligne depuis peu, on aurait pu acheter des logos de compagnie, on aurait pu. Mais là, à un moment donné, fallait que je prenne une décision, même si là, mon revue aurait pu être très lucrative. Les 10 ans et demi, puis moi, je ne pouvais pas mettre de pression sur la graphiste qui produisait notre site web parce qu'elle était quand même bénévole. Elle était un peu rémunérée, mais c'est vraiment peu par rapport à ce qu'elle pourrait avoir. Donc, ça faisait 4-5 ans que j'attendais le site web. Et là, le site web est arrivé, puis là, j'ai décidé de mettre fin. Puis il n'y avait personne dans ton environnement, là, dans tes collègues ou qui avait envie de reprendre le flambeau, là, tout le monde... J'ai eu des offres. OK. J'ai même discuté avec un avocat fiscaliste parce que rendu là, il faut se protéger parce que moi, si l'Université de Sherbrooke a envoyé un article à Daniel Boivin / Ergo, Revue des ergothérapies du Québec, puis il l'a pas envoyé à Jean-Claude Tremblay ou il l'a pas envoyé à Physio Extra ou à Physio Universel ou à des cliniques connues au Québec. Donc, j'avais peur à ma réputation un peu. Puis, on aurait parlé de dizaines et de dizaines de milliers de dollars de transactions pour que ça vaille la peine, pour que je fasse de l'argent, disons. C'est parce que puis essayer de me protéger pour éviter les problèmes. Sûr. Donc, j'ai préféré, à défaut d'avoir une grosse offre, j'ai préféré fermer les livres. Puis, as-tu d'autres projets, il me semble? Je sais pas, comme là, on est en train de faire un balado, il me semble que ça pourrait être une formule intéressante, je sais pas. Oui. Ça va peut-être te donner des idées. Oui. On m'a proposé de participer, d'être impliquée dans l'administration de l'Ordre des ergothérapeutes. C'est le fun parce que ça m'a donné une certaine crédibilité. Ben oui, tout à fait. Ces années-là, on m'a proposé un balado, mais j'ai besoin d'une pause et de me consacrer à mon travail de clinicienne et à mes loisirs. OK. Ah, ben c'est super. Écoute, ça fait quand même pas mal de choses. C'est quand même, Mais je fais du mentorat. En fait, ça, j'aime beaucoup ça depuis quelques années. Donc, je fais du mentorat auprès de finissants ou d'ergothérapeutes, par exemple, qui s'intéressent à un autre domaine de pratique dans lequel je suis à l'aise. Donc, ça, c'est de la pédagogie et ça, j'adore. On parlait de maîtrise tout à l'heure, puis ça m'a échappé, mais donc, le cursus, on fait le bac, puis la maîtrise, là, l'étudiant décide un peu le champ d'intérêt, ou c'est comme une maîtrise générale, ou comment ça fonctionne? En ergo, en physio, c'est pas mal la même chose, là, mais ça dépend des universités. Ça peut être des projets de maîtrise en équipe ou individuels, associés à un et une chercheur. Donc, il y a des sujets qui sont proposés. Généralement, il y a des sujets qui sont proposés et on choisit notre sujet. Je pense qu'il y a certaines universités qui sont ouvertes à ce que l'étudiant propose lui-même son sujet out of the box, là, tu sais, je veux dire. Mais généralement, il y a quand même un listing là, de sujets qui touchent les chercheurs, les professeurs universitaires. Ouais. OK. Puis, dans ta pratique aujourd'hui, les patients que tu vois sont référés par qui? Ils viennent d'eux-mêmes, ils sont référés par des médecins ou par d'autres collègues dans d'autres domaines. On parlait de physiothérapie beaucoup tout à l'heure. Je pourrais imaginer chiropratie ou je sais pas. Est-ce que ça peut venir d'ailleurs, disons? OK. Il y a une différence, mettons, entre la prescription qui a été faite par le médecin, parce qu'on n'a pas besoin de prescription. Il y a des gens qui ont besoin d'une prescription, là, que la CCT va juste payer si c'est prescrit ou whatever. Les assurances de moins en moins, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Puis,
C'est sûr que, tu sais, si tu as 1 an d'expérience versus 5, 10, 15, 20 ans comme moi, tu sais, moi, c'est sûr que même si ça fait pas longtemps que je suis dans la région, j'ai quand même beaucoup d'expérience. Donc, il y a des médecins qui développent des liens un peu Mhm. donc de confiance. Euh, Puis, il y a des professionnels, des massos, des physios, des ostéos, des psychologues, qui développent aussi des liens avec moi, Mhm. disons. Fait que je dirais qu'à la base, mettons, en santé physique, l'idée de l'ergothérapie va venir 60% d'un physiothérapeute. OK. OK. Souvent, qui me connaît et qui dit, hey, Daniel, je pense que ce patient-là, là, il aurait besoin de tes services en ergo. Parce qu'ils savent mon approche, ils savent comment je travaille. Donc, on développe des liens avec nos collègues. Ma collègue Mhm. ergo n'a pas nécessairement les mêmes couleurs d'intervention que moi. Mhm. Fait que des fois, ils vont se tourner vers ma collègue, des fois, ils vont se tourner vers moi, dépendamment du patient. Fait Mhm. que, en santé physique, beaucoup les physiothérapeutes. Puis, ça va arriver, mettons, ma collègue ostéo, mais je dirais la majorité, c'est physio. Puis, l'autre partie, ça serait les médecins qui réfèrent OK. directement sans avoir eu l'idée du physiothérapeute. Puis, C'est ça. puis, règle générale, les patients qui viennent te voir, est-ce que eux comprennent le motif de la consultation ou ils arrivent puis ils disent, moi, mon médecin m'a dit de venir ici, là, j'ai aucune idée, tu sais. J'ai Puis aucune idée de ce que je fais ici, là, tu sais. santé mentale, je dirais que c'est 80% les médecins, puis 20% c'est l'ami, c'est la voisine qui a déjà fait l'ergo en santé mentale, donc elle va référer. Ça, c'est le fun, parce que depuis 5 ans, je le vois beaucoup, beaucoup Mais ce plus. que je veux dire, c'est que le patient, lui, qui arrive dans ton bureau, est-ce qu'il comprend pourquoi il est là ou... Oui, oui, je m'en viens là. Je pense OK. que je dirais que la plupart du temps, ils pensent qu'on est utile pour le retour au travail. Donc, on doit défaire ça en premier, généralement. OK. Que les gens c'est vrai que c'est malheureux parce qu'ils vont déjà venir, et puis ils n'ont pas dormi hier soir. Que là, ils pensent qu'on va parler du travail, mais ils sont vraiment pas rendus là, tu sais. Mhm. Donc, ça n'a pas été bien expliqué à la base, par exemple, par le médecin ou le physiothérapeute qui est dans une autre clinique, là, tu sais, qui a Mhm. référé. Mes collègues, généralement, sont quand même rendus bons pour l'expliquer. Mhm. Euh, donc, généralement, pour défaire ce mythe-là, puis leur dire, écoutez, avant de parler de travail, là, on va regarder comment ça va physiquement, mentalement, ça va-tu? Des fois, Mhm. mentalement, il n'y a rien à adresser. Là, tu sais, je veux dire, les gens viennent nous voir pour un problème physique pur. Puis, on va voir, ben, vous habiller, vous laver, marcher dehors, faire vos loisirs, comment ça va. Tu sais, si on rajoute le travail, puis vous n'êtes même pas, vous êtes en déséquilibre dans vos occupations de base, vous avez une bonne nuit par semaine à cause de la douleur. Donc, on doit défaire ça. Donc, généralement, ça, ils vont arriver avec l'idée en tête que nous, on est là pour le travail. OK. Et l'autre partie des gens, c'est qu'ils savent pas du tout euh, pourquoi. Là, il y a un idée, là, mais ben j'aimerais mieux que tu me dises là, tu sais, ils ont une idée. Mhm. Mais je dirais qu'il y a une belle évolution depuis 5, 10 ans. Là, mais peut-être plus 5, 8 ans là, OK. ils ont été voir, ils se sont renseignés. Tu sais, les gens se renseignent de plus en plus. Ils vont arriver avec une idée qui est quand même pas farfelue, qu'ils développent à partir de cette idée-là. Des fois, leur enfant va avoir fait de l'ergothérapie. Fait qu'ils vont OK. penser que, tu sais, que moi, c'est pour la motricité fine, globale, que c'est pour être capable d'écrire, de jouer, mais oui, mais quand tu es un adulte, c'est autre chose, là, dans le fond. Hein. Fait que, ouais. OK. Puis, avant de conclure, est-ce que l'enjeu le fait que ce soit en privé, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui soit vont limiter le nombre de consultations en raison des coûts, ou la majorité des gens au Québec ont une forme d'assurance les gens que tu vois, disons, là? On Parce est qu'on en comprend train que c'est hors de, RAMQ, là. on est en train de faire un peu plus de lobbying à ce sujet-là parce que l'Association canadienne des ergothérapeutes, qui est une Mhm. association qui est allouée à faire du marketing, de la publicité, contrairement à un autre professionnel Oui, c'est qui ça. s'en tient. Donc là, ils sont en train de militer. Ils se sont rendus compte là, avec les années qu'il y a énormément d'assureurs, soit qui ne payent pas l'ergothérapie, ou qui vont payer un petit montant par année. Juste quelques Euh, séances, mettons. exactement. Mais Mhm. ce qu'on OK. déplore, c'est que comme on est une profession réglementée,
Nous, on n'a pas de techniciens. Les physio, ils ont des techniciens. Donc, nous, c'est une profession universitaire où les normes sont vraiment élevées. D'université à université, ils ont des choses à respecter dans le cursus universitaire. Mhm. Les assureurs vont payer pour des professions, je ne vais pas les nommer, là, mais des professions qui sont pas légibles comme nous. Mhm. Mais ils vont avoir des 500, des 1000, des 2000 dollars par année à louer pour cette profession-là. Alors que vous savez pas, littéralement, que les interventions qui ont été faites sont basées sur des données probantes, Mhm. qui sont utiles, par exemple, au retour au travail, au Mhm. retour aux occupations. Puis c'est un assureur. En Mhm. réalité, si la personne est en arrêt complet de travail, par exemple, un assureur, ce qu'il veut, c'est que la personne retourne travailler. Alors, il Ah oui. gagnerait à payer l'ergothérapie, tu sais. Il y a un peu de travail à faire de ce côté-là. Ouais. Encore une fois, moi, ça fait 20 ans que je travaille là. Fait que j'ai vu des changements. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Comme l'orthophonie, on est un peu dans le même créneau que eux, là. OK. OK, ouais, effectivement. Écoute, j'en sais beaucoup plus que lorsqu'on a commencé. Donc, j'espère que j'ai pas posé de questions trop stupides. Pas du Puis, tout. Puis je pense OK. qu'on pourrait en parler encore pendant 1 heure ou 2, là. Ben, on aura l'occasion de se reprendre, j'ai aucun doute. Écoute, il y a une petite section baguette magique dans mon balado, donc il y a 2 petites questions, c'est pas des questions pièges, là, mais je serais curieux de t'entendre sur ce que tu changerais dans le réseau de la santé par magie aujourd'hui, là, si je te donnais une baguette magique virtuelle là, qui... Que je changerais dans le domaine de la santé. En fait, ce que je déplore, c'est qu'on n'est pas beaucoup dans la prévention. On dirait que on coupe des choses. Mettons, les prises de sang, c'est rendu, je sais pas quelle fréquence. Puis je trouve que, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui vient me voir, là, puis qui est en phase d'épuisement, là. Tu sais, il y a d'autres phases avant d'arriver à la phase d'épuisement. Mais je trouve que c'est pas normal que les gens viennent me voir en ergothérapie alors qu'ils sont en épuisement, là. Ça vient aussi du fait que peut-être que les gens consultent pas assez à temps. Mhm. Euh, c'est tout. Mais je pense qu'il y a une petite partie de la clientèle que j'ai qu'on aurait pu prévenir. Tu sais. Puis des affaires de référent d'ergothérapie quand ça fait 1 an ou 2 ans que la personne a mal à l'épaule, là, ça devrait plus exister. Non, c'est ça. On dirait que c'est comme dernier recours, alors que pour vrai, après 1 mois, 2 mois de douleur aiguë subaiguë, là, on a fait toutes sortes de traitements, là, Mhm. masto, ostéo, hum, euh, le drapeau rouge, là, faudrait le monter avant, là, tu sais, comme professionnel de la santé, là. Je suis tout à fait d'accord, mais écoute, on a beaucoup de chemin à faire, là, parce que... Puis ça passe aussi par l'enseignement. J'avais Dr Antoine Gros récemment qui a été sous-ministre, tout ça, puis il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la littératie aussi, là, d'enseigner aux gens aussi, là, tu sais, à se prendre en main eux-mêmes. Là, tu sais, donc, Oui. Puis, tu sais, à la base, souvent, là, quand les gens arrivent dans mon bureau et que, mettons, ils ont un diagnostic, là, ben moi, mhm, juste d'expliquer la question, là, peut-être que ça a déjà été expliqué, mais qui n'étaient pas réceptifs à ce moment-là à entendre ce qu'on avait à leur dire. Mais là, qu'est-ce que vous savez? C'est pas pour vous un erreur médicale. ouais, Là, c'est qu'est-ce ça. que c'est? Comme c'est quoi une dépression? Ah, ben, pour ça que j'ai de la misère à me concentrer, je pensais que je commençais une démence, ou c'est pour ça que j'ai de la misère à Ouais, mémoriser. Là, il n'y a pas de signe de démence là, pour l'instant à ce point-là. Là. On n'est pas là. Là, mhm, tu sais. C'est des ouais, symptômes un peu, comme je l'ai dit, quand vous avez un rhume, là, et ça se peut que le nez coule, mais tu sais, quand on a un épuisement, ben, il y en a des symptômes, mais seulement mhm, après, ben, c'est souvent quelque chose ça, c'est la mhm, base, là, tu sais, mais mhm, le système, on est tellement, tu sais, on a plus de temps aussi, là, que bien des gens comme vous, là, avec l'épuisement. mhm, C'est mhm, du fun, mhm. quand même. Deuxième question. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée. Oui. Euh, je vais y aller avec quelqu'un de proche de moi. OK. Euh, c'est très facile de penser à plein plein de personnes, de Mhm, Nelson Mandela, whatever. Mais mon grand-père maternel, moi, je ne l'ai pas connu.
OK. Puis c'était quelqu'un, je pense, qui a eu une certaine influence dans ma génétique. OK. Si j'aurais aimé le connaître, c'est le seul de mes grands-parents que j'ai connu. C'était quelqu'un qui était impliqué dans le sport. Moi, je suis quelqu'un de très sportif. Mhm. C'est quelqu'un qui avait l'air très humain, un peu comme différent des hommes de sa génération, un peu plus ouvert d'esprit, que j'aime beaucoup, beaucoup ma mère. OK. Puis je pense qu'elle a hérité d'une grande partie de son papa. J'aurais bien aimé rencontrer cet homme-là là, qui est impliqué dans sa ville. Là. C'est quelqu'un d'impliqué, dans le fond. Qui était donc, il était qui était... Puis décédé plus jeune, j'imagine, à l'époque? Ou... Oui, il est décédé à 46 ans. Tu sais, à l'époque, le diabète, c'était pas très bien contrôlé. Non, c'est ça. Donc, il est décédé des conséquences du diabète. Ma mère a dû prendre soin de lui, étant la fille des enfants. Parmi les enfants, c'était la fille la plus vieille. Souvent, ma mère qui a 70 ans, à l'époque, souvent, les filles en prenaient beaucoup sur leurs épaules, là, contrairement aux gars, des familles qui servaient à amener de l'argent à la maison, whatever. Ma mère a pris soin de son père, qui était même aveugle à la fin, là. Donc, probablement qu'il serait peut-être même vivant aujourd'hui si la science a évolué, hein, je me demande, par rapport au diabète. Oui. Oui. Écoute, Daniel, on aurait pu continuer pendant, on s'était dit avant de commencer, un petit 45 minutes, mais c'était vraiment super intéressant. Donc, merci beaucoup. Puis, j'espère qu'on va avoir l'occasion peut-être de reprendre ça au cours des prochaines semaines ou des prochains mois-là. Je serai toujours ouvert, puis on va continuer à s'intéresser à l'ergothérapie. Mais merci d'avoir accepté d'en parler parce que c'est déjà beaucoup là, pour moi. Ben, je pense que ça va répondre à beaucoup de questions, puis sûrement là, les gens qui s'intéressent à ça, là, patients, même jeunes étudiants ou autres, là, profession qui est méconnue, puis mal connue, je pense, à plusieurs égards. Donc, Comme mon président disait à l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, moi, mon objectif, il dit, c'est que les gens disent, au primaire, au secondaire, j'aimerais ça être ergothérapeute. Hein? Donc, tu sais, comme on dit, j'aimerais ça être coiffeur, j'aimerais ça être médecin, j'aimerais ça être avocat. Mais son objectif, il est dans le bon chemin, là. Vraiment, là, c'est un homme dévoué, jeune, dynamique. Fait que c'est vraiment ce qu'on aimerait dans le futur. Excellent. Merci. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.